Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Donc aujourd'hui on va parler de l'épisode de NXT du 12 mars, donc de mardi dernier, qui fut un épisode, alors je dirais que d'un côté des choses que j'ai trouvé mieux que les épisodes précédents, il y a des choses que j'ai pas trouvé intéressantes, notamment la promo main event de Trick Williams, que j'ai trouvé inintéressante. On en parlera en conclusion si j'y pense, mais franchement, aucun intérêt. J'ai trouvé aucun intérêt dans ce qui s'est passé. Et après, quand Métaphore est arrivé, bon, alors là, j'ai encore plus décroché. Donc il y a des petits trucs comme ça que bon, j'ai pas trop kiffé. Mais dans la globalité, j'ai trouvé que voilà, on s'améliore quand même un peu. On commence à préparer des choses pour Stand and Deliver. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors après, à côté de Roadblock, qui était incroyable, bon bah forcément, on a un peu une perte de qualité entre guillemets. Mais dans la globalité, on a eu un épisode quand même potable. Du coup, on a débuté avec un match entre la LWO et OTM. Donc le principe en gros, c'est que l'équipe qui gagne se qualifie dans un triple straight match par équipe. Et le vainqueur du triple straight match par équipe ira affronter Wolf Dogs, je crois le 6 avril, si je me trompe pas, le 6 avril à Stand and Deliver. C'est un quel jour ça, le 6 avril? C'est un samedi? Attends, mais WrestleMania, c'est quand? Bref, en tout cas, ça aura lieu la semaine de WrestleMania dans ces eaux-là, vers 6, 7, 5, 6, 7 avril, dans ces eaux-là. Euh, Attends, ouais, non. Je regarderai après pour la conclusion, parce qu'il y a un truc qui me perturbe avec les deux New WrestleMania. Si Stand Deliver, ça tombe en plein milieu, c'est trop bizarre. Enfin. Ou alors, Stand Deliver sera diffusé avant la première nuit de WrestleMania. Ce serait bizarre, ça ferait quand même un gros journée de catch pour ceux qui regardent NXT et WrestleMania. Bref. En tout cas, voilà. Le but en tout cas c'est de désigner un futur challenger aux Wolf Dogs pour les titres par équipe de NXT. Le match en soi était vraiment sympa, franchement au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, parce que je me suis dit, ouais bof, avec le retour de Rey Mysterio, la guerre entre Legado del Fantasma de Santos Escobar et la LWO de Rey Mysterio, dont font partie du coup Joaquim Wilde et Cruz del Toro, je me suis dit, ben, la WWE va sûrement se concentrer sur cette rivalité Legado del Fantasma LWO, et du coup je me suis dit bon bah voilà, OTM va gagner, c'est obligé, eux ils sont de NXT, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas été plus haut dans la carte, donc voilà. Pendant tout le match j'étais en mode comme ça, surtout que le début c'était un peu du classique, hein. Voilà, les heels qui dominent, en plus ils arrivent, ils agressent la LWO pendant leur entrée. Et je me dis, ouais, bon, bah voilà, on va avoir un match un peu classique par équipe. Et là, on a eu des trucs qui étaient vraiment sympas. Et s'il y a un move à retenir, qui est le move de la soirée, c'est celui de Joaquim Wilde qui, en gros, je sais pas comment expliquer, en gros, il va monter sur le dos alors je sais plus si c'est de Cruz del Toro ou de son adversaire, mais en gros, il va se servir de ça pour prendre une grosse impulsion en l'air, pour retomber en crossbody sur Reggie et un membre de OTM. Bref, le move il est incroyable. Déjà que le gars il avait réussi à s'envoler en longueur, euh, c'était incroyable. Alors là, il est parti en hauteur. C'était ce gars, Joaquim Wilde, il s'envole n'importe où. C'est incroyable. Euh, Franchement, quand j'ai vu le saut, d'un coup, je suis retourné. Enfin, je vais pas dire que j'étais pas devant mon écran, mais ça m'a redonné de l'intérêt au match. Du coup, ce qui m'a beaucoup surpris, et en même temps plutôt agréablement surpris au vu des grosses perfs que font LWO, ben, c'est qu'on a une victoire de Joaquim Wilde et Cruz del Toro avec un 450 splash de Joaquim Wilde qui s'est servi des cordes. Il a fait un saut sur la troisième corde avec le rebond, 450 splash, victoire. Donc la LWO est la première équipe à être qualifiée pour le futur triple straight match qui aura sûrement lieu dans 2 semaines, puisque les 2 autres matchs par équipe qualificatifs auront lieu
la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'ai trouvé que voilà, c'était la victoire pour moi était surprenante parce que je m'attendais pas à ce que des mecs du roster principal remportent ce match. Et en même temps, il y a eu ce saut incroyable qui fait que du coup j'ai passé un bon début de show. Malheureusement, on redescend juste après avec la promo de Roxanne Perez. Alors j'ai beaucoup aimé le nouveau style de Roxanne Perez, là tout en noir et tout. C'est plutôt pas mal pour bien marquer le fait qu'elle soit heel. Même si au final, j'ai trouvé que la promo était pas terrible. La promo pour moi déjà, elle était pas terrible. Et deux, ce que veut faire NXT avec Roxanne Perez ne fonctionne pas. Je vais revenir dessus. Déjà, trois choses qui ne fonctionnent pas, c'est que déjà dans la globalité, le personnage de Roxanne Perez actuellement, c'est en mode normalement j'aurais dû avoir des chances pour le titre, mais on me les a pas données. Il y a Lola Vice qui s'est incrusté avec son contrat et qui m'a empêché de gagner le titre. Il y a Lash Legend qui a pris un open challenge pendant que j'ai passé 3 heures sous la douche alors que ça aurait pu être moi. Bref, on a l'impression d'avoir une gamine de 14 ans là à qui tu lui donnes pas ce qu'elle veut et puis qui pète un câble. Qui te fait une petite crise d'ado. Et franchement, je trouve que comme personnage, c'est vraiment nul. Voilà. La promo de Roxanne Perez, alors en fait, la façon qu'elle raconte les choses, en fait, t'as pas l'impression d'entendre une heel parler. En fait, c'est là-dessus que je dis que la promo elle est nulle. Parce qu'en vrai, quand Roxanne elle raconte son histoire et tout, en vrai, elle le fait bien, hein. Ça, y a pas de souci. Même dans l'acting et tout, Roxanne Perez, elle est douée, on le sait, c'est une très très bonne catcheuse. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'en fait, la façon qu'elle raconte les choses, en fait, t'as pas l'impression d'entendre une heel. Parce qu'elle te raconte son histoire, elle est en mode oui, au début c'est moi qui étais championne, on m'a enlevé le titre parce que j'étais plus apte à catcher et tout, du coup on m'a enlevé le titre. Voilà que ensuite les autres ont récupéré. Ensuite pendant je crois 3-4 mois, c'est les autres qui ont brillé alors que voilà, j'avais jamais perdu le titre. Donc ce qui l'a fait passer entre guillemets pour une sorte de victime du système de NXT. Ensuite elle va un peu parler vite fait de Tiffany Stratton, elle va parler rapidement de Becky Lynch qui a trop brillé et invisibilisé un peu la division féminine et surtout elle en ayant un titre. Alors je crois qu'elle est... Je suis pas sûr de la formulation, mais je crois qu'elle a dit que Becky en gros il y a un titre qu'elle n'aurait pas dû avoir, parce que cooldown, je crois que c'est le fait de qu'elle n'aurait pas dû avoir, si je me souviens bien des verbes, ou qu'elle n'aurait pas pu avoir. Bon, je sais plus, ouais, non, comment ça pourrait se traduire, mais bref, ça revient à peu près à ce système-là que Becky n'aurait pas dû être à NXT. Ensuite, à dire oui, ensuite il y a le problème de Lyra Valkyria qui est devenue championne, sauf que quand Lola Vice s'est incrustée dans notre match, voilà, et au lieu de me donner une nouvelle chance, parce que normalement c'était un contre un, Lyra Valkyria a préféré s'intéresser au titre par équipe et tout, et en fait, c'est là le gros problème de ce qui est raconté, c'est qu'en fait à aucun moment t'as envie de te dire Roxane elle est méchante. Pour moi elle a plus ce côté underdog que les catchers sont gabarit ils ont. Et en fait en termes d'underdog elle fonctionne très bien Roxane Perez, donc je vois pas pourquoi ils veulent lui donner un côté méchant, parce que ça fonctionne pas, parce que là en fait à chaque fois qu'elle parle c'est un peu je suis une victime, c'est oui on m'a retiré mon titre. Juste parce que pendant quelques semaines j'étais à l'hôpital. Oui, on m'a empêché de récupérer le titre parce qu'on l'a foutu à Tiffany Stratton. Et ensuite on l'a donné à Becky Lynch alors qu'elle vient du roster principal. Et puis ensuite Lyra Valkyria m'a pas donné de seconde chance alors que Lola Vice a complètement détruit notre match en 1 contre 1 qu'on aurait dû avoir à la base. Et ensuite, Lyra Valkyria m'a ignoré, préférant aller sur les titres par équipe plutôt que de me donner une revanche. Et en fait, tu te dis, oui, en fait, tu dis Roxanne Perez, elle a raison, en fait. Normalement, un méchant, normalement, il n'est pas censé. Alors, je dis pas qu'il n'est pas censé avoir raison,
mais il est censé agir mal pour des mauvaises raisons ou pour de bonnes raisons, ça dépend. Par exemple, Roman Reigns, quand il est revenu en tant que heel, bon, il est revenu en tant que heel en mode voilà, je démolis tout le monde parce qu'il faut faire du fric, faut nourrir toute la famille samoane et tout ça. Bon, t'as un peu de mal à y croire avec l'argent que gagnent les catcheurs, hein, surtout les top stars comme Roman Reigns, mais dans l'idée, c'était en mode je fais ça pour la famille. Donc techniquement, il faisait du mal pour de bonnes raisons. Là, le truc, c'est que Roxanne Perez, en réalité, ben, elle a pas fait tant de mal que ça. Ok, elle a agressé Lyra Valkyria la semaine dernière, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, t'as du mal à y croire. Et le troisième point qui fait que bah, la promo ne marche pas, c'est que ben, toute la foule soutient Roxanne Perez. T'as tout le monde qui est en train de la soutenir, de l'applaudir et tout ça. Mais t'es pas censé faire ça quand la personne est heal. Normalement, t'es censé en train de lui de dire bouh, pourquoi t'as agressé Lyra Valkyria, machin. Mais le truc, c'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde soutient Roxanne Perez dans le public. Et du coup, ce qui fait que, bah, en fait, il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est dommage. C'est dommage parce que si vous aurez juste gardé, enfin, vous aurez fait la même chose en gardant Roxanne Perez juste en tant que underdog, bah, en fait, ça aurait très très bien fonctionné. En mode voilà, je suis une victime, on m'empêche de revenir sur le titre de NXT que j'ai jamais perdu, je veux le récupérer. Et voilà, ça aurait encore mieux fonctionné parce que là, on y aurait cru. En mode oui, ça y est, on comprend pourquoi elle fait ça, pourquoi elle le veut. Que là, on la rend agressive, ben pour rien, parce qu'en plus le public s'en fout, quoi. Le public la soutient, donc t'as même pas l'impression qu'elle est vraiment heal, alors que techniquement, bah, elle nous a fait un heel turn la semaine dernière. Ce qui est dommage. Maintenant, ça fait des semaines que je dis que la WWE a très très mal géré le heel turn de Roxanne Perez, et cette promo, malheureusement, n'arrange pas son personnage, et je serais pas étonné que NXT puisse abandonner l'idée d'en faire une heel avec le temps, ou voir si elle remporte le titre à Stand and Deliver, qui la marque réellement comme une vraie heel et qu'elle fasse vraiment des trucs de heel, parce que bah, pour l'instant, à part avoir agressé vite fait Lyra Valkyria, bah, voilà, elle n'a pas fait grand chose, quoi. Elle a foutu quelques baffes backstage, sauf que bon, les gens qui s'en prennent à rien à Greg, des trucs comme ça, il y a tout le monde qui le fait, donc au bout d'un moment, ça suffit pas pour créer un heel turn, quoi. Bref, après ça, on a eu un match entre Lexis King et Mr. Stone qui était très court. Alors, c'était pas forcément un bon match ou quoi que ce soit, mais c'était un match logique. Dans le sens où, effectivement, Lexis King avait parlé des enfants de Mr. Stone et tout. Forcément, bah, lui, il veut défendre ses enfants. Donc, il s'était lancé dans cette idée de casser la gueule à Lexis King. Bon, au final, Mr. Stone va se faire passer à tabac par Lexis King. Je suis même pas sûr que Mr. Stone aura une offense ou deux pendant le match, parce qu'il est vraiment très court. Ah si, j'ai noté, il a fait un beau crossbody de la troisième corde. Et après, j'ai pas de souvenir de ce qu'il a fait d'autre. Mais voilà, le match était plutôt logique, hein, domination du catcheur contre le manager. Voilà, à la fin, Alexis King veut continuer d'agresser Mr. Stone, et on a Von Wagner qui va arriver pour voilà, protéger Mr. Stone. Bon, voilà, l'histoire se termine jamais, on a l'impression. C'est un peu dommage que ça commence à pas mal tourner en rond. Donc il serait temps de faire un match final où soit Alexis King y gagne, soit Von Wagner y gagne, et on en termine là, parce que là c'était logique qu'il se passe ça, sauf qu'avec Von Wagner qui vient sauver Mr. Stone d'une agression après match de Alexis King, on se doute bien que ça va pas rester là, donc on va encore avoir un match. Donc il serait temps, sans une stipulation, un truc, et puis hop, on met fin à cette rivalité qui commence malheureusement à un peu trop être répétitive. Ensuite, on a eu un match de championnat pour le titre nord-américain entre Obafemi et Brooks Jensen. Un match qui a été plutôt sympa, honnêtement, je l'ai trouvé assez cool. Dans le sens où en fait, il y a une chose qui est cool, une chose qui est moins cool. Parce que forcément, il y a eu un sacrifié pour la suite. Puisque, en fonction de ce qu'on est en train de nous montrer, c'est que soit
Josh Briggs, soit Dijak, pourrait s'intéresser au titre nord-américain pour Stand and Deliver. Je ne serais pas étonné que dans les semaines à suivre, on nous mette un match Josh Briggs contre Dijak pour déterminer un challenger au titre nord-américain. J'en serais pas étonné du tout. Ou alors qu'on ait directement Josh Briggs contre Bafemi à Stand and Deliver, j'en serais pas étonné du tout avec ce qui s'est passé dans ce match. Mais du coup, Brooks Jensen, c'est là où je dis que c'est dommage, c'est que lui, il a totalement été sacrifié, il s'est fait démolir. Alors, il a eu quelques offenses vraiment sympas, hein, il a quand même réussi à prendre le dessus à quelques reprises, à faire des belles choses, mais dans la globalité, il s'est fait démolir par Obafemi, surtout à partir du moment où Josh Briggs est venu au ring pour soutenir Brooks Jensen. Voilà, et le personnage d'Obafemi, il est incroyable parce que le mec, il est là, il démolit Brooks Jensen, il en profite pour quand même discuter avec Josh Briggs pour le provoquer et tout. Enfin bref, honnêtement, moi je m'attendais à ce que Josh Briggs soit intervienne dans le match, soit agresse Obafemi fin de match, ce qui n'est pas arrivé. Mais je pense que ça va construire une petite rivalité avec le temps. Euh, mais voilà. Dans la globalité, c'était bien. J'ai envie de dire que c'est un peu dommage qu'on ait sacrifié Brooks Jensen pour ça. Parce que Brooks Jensen, c'est vraiment un catcheur que moi j'aime bien. Pas mon préféré d'NXT, mais franchement, je l'aime bien. Il m'a beaucoup touché pendant son histoire avec Kiana James et tout. Voilà, j'aimais beaucoup ce qui se passait avec ce quatuor Fallon Henley, Kiana James, Brooks Jensen et Josh Briggs. Voilà, la séparation du trio. Déjà, quand Kiana James avait quitté, là, ça m'avait touché. La séparation du trio par la suite, ça m'avait touché aussi. J'aime beaucoup ceux qui ont travaillé ensemble là. Euh, et du coup, j'aime bien voir ce qu'ils deviennent, mais du coup, Brooks Jensen, on a l'impression qu'ils savent pas trop quoi en faire. Là, ils s'en sont servis pour plus donner de la substance et des raisons à Josh Briggs de s'intéresser au titre nord-américain. Mais voilà. Euh, pour Josh Briggs, s'il obtient le titre nord-américain un peu plus tard, ce serait trop cool. Franchement, avec tout le travail qu'il fait ces derniers temps, avec des gros matchs, genre, même ce qu'il a fait merde, comment ça s'appelle le High Transfer Challenge, c'était trop cool. Enfin bref, en solo, il est vraiment très cool, Josh Briggs, donc j'espère qu'il sera récompensé à un moment donné. Ce sera un peu dommage pour Bafemi de perdre le titre aussitôt, mais en même temps, il y a plein de gens qui entre guillemets méritent, j'aime pas ce mot mérite, mais en même temps, je vois pas d'autres formulations d'avoir un titre nord-américain ou d'NXT. Et au côté Obafemi, une chose que je voulais rajouter, c'est que quand il fait sa powerbomb en envoyant son adversaire dans les cordes pour donner de la vitesse et de la puissance, ça j'ai beaucoup aimé. Je trouve que la powerbomb elle est plus impactante de cette manière-là que quand il le fait sans élan. Voilà, avis personnel. Ensuite, petit moment, voilà, un peu, on en a un peu rien à faire. Gigi Dolin contre Ariana Grace. Voilà, alors je souhaitais beaucoup une victoire d'Ariana Grace parce que de mémoire dans l'accord qu'il y a entre Gigi Dolin et Ariana Grace, je crois qu'il y a un délire comme quoi Gigi Dolin, si elle perdait, elle devrait se comporter comme Ariana Grace ou un truc du genre. Et quand tu vois le style de Gigi Dolin, tu te dis, attends, vraiment on va la voir en mode princesse. Enfin, j'exagère quand je dis princesse, vous voyez un peu le délire. Si j'ai bonne mémoire, il y avait un délire dans le genre. Je me suis dit, bon, ça peut être marrant. Un peu comme le fait que Tiffany Stratton, elle est perdue pour se retrouver à bosser dans le ranch. Tu dis, allez hop, la petite Barbie qui va bosser dans les crottes de cheval. Tu te dis, voilà, c'est marrant. C'est ce qu'on a envie de voir. Parce que ça dénature totalement avec le personnage. Et là, j'avoue que j'avais envie de voir Gigi Dolin perdre, mais je me suis dit comment elle peut perdre contre Ariana Grace. Parce qu'Ariana Grace, c'est quand même la meuf qui se fait battre par tout le monde. Donc tu te dis, voilà, comment elle peut gagner. Au final, le match en vrai, il va être plutôt sympa, pas incroyable non plus, mais il y a eu des trucs intéressants. Notamment, j'ai bien aimé ce moment où Ariana Grace court autour du ring.
et quand elle re-rentre dans le ring, elle tente une descente du coude, et ça c'est le truc classique du heel. C'est je tourne autour du ring, je re-rentre dedans, et comme ça, pendant que l'autre y rentre, paf, je l'agresse et je prends le dessus. Sauf que là, Gigi Dolin a été plus maligne, puisque elle au moins elle regarde le catch, donc elle sait que les heels ils font ça, et du coup elle re-rentre pas entièrement dans le ring, ce qui fait que du coup Ariana Grace fait sa descente du coude dans le vide. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt malin, parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre des faces qui se font tout le temps avoir avec ce truc qui est esquivable hyper facilement, quoi. Bref. Du coup, la fin de match, elle est un peu particulière, hein, elle est très bizarre parce que Gigi Dolin, enfin pas Gigi Dolin, mais Ariana Grace, elle va ramasser sa couronne, elle va la poser au-dessus de la tête de Gigi Dolin en mode tiens, regarde ce que tu donneras avec, avec une couronne de princesse. J'ai pas compris le délire, ce que l'arbitre du coup il veut retirer la couronne parce que pour lui c'est comme une arme, et Ariana veut le garder, du coup les deux ils tirent dans leur coin, et en fait au moment où l'arbitre il tire vers lui, du coup, Ariana Grace elle est tirée vers l'avant, et pour garder une sorte d'équilibre au niveau du corps, elle a son pied qui va partir en arrière, qui va faire un low blow à Gigi Dolin. C'est vrai que c'est rare qu'on voit des low blows faits aux femmes, hein, mais pourtant, une partie génitale, que ce soit aux hommes ou aux femmes, c'est tout aussi sensible. Hein. Et du coup, avec ce low blow, Gigi Dolin va être complètement KO, mais également hyper énervé, ce qui fait qu'elle va pas pouvoir s'empêcher d'en foutre un directement à Ariana Grace, ou que cette fois l'arbitre regardait. Donc victoire par disqualification d'Ariana Grace, et franchement l'acting des deux filles était vraiment trop drôle, surtout celui d'Ariana Grace. Vraiment, ça m'a trop fait marrer. En plus, même quand elle gagne, tu vois, elle est là en train de célébrer, mais en même temps de jouer le fait qu'elle est en douleur. Je me suis même demandé comment elle arrive à tenir en équilibre debout dans la position qu'elle était, parce que genre elle tenait à moitié que sur un pied et la moitié du deuxième pied. Je me suis dit, je sais pas comment elle fait, mais l'acting en vrai était très amusant, voilà. Donc c'était pas un truc hyper intéressant ce match, mais l'acting, voilà, les low blows, c'était sympa. Ensuite, on a eu le match par équipe entre Kiana James, Izzy Dame et techniquement Thea Hale et Kelly Jordan, qui globalement avait présenté le fait que Kelly Jordan serait sa partenaire pour ce match. Sauf que pendant l'entrée de Kiana James et Izzy Dame, on découvre que Kelly Jordan a été agressée et que du coup Thea Hale elle doit faire le match toute seule. La vraie question c'est, est-ce que... Moi je me suis vraiment posé la question à ce moment-là, c'est est-ce que Kiana James et Izzy Dame ont agressé Kelani Jordan avant le match? Honnêtement, j'en doute. J'en doute énormément. Ou est-ce que c'est Jessie Jane et Jazz, je crois que c'est bien ça, la brune qui traîne avec Jessie. Je vais l'appeler Jazz, si c'est pas ça, désolé, mais je crois que c'est ça. Mais en gros, Jessie Jane et Jazz, je pense que ce sont elles qui ont agressé Kelly Jordan, parce que c'est elles qui ont le plus de raisons à ce que Thea Hale combatte seule, se fasse dégommer, et on verra par la suite qu'en plus ça va confirmer mes soupçons que c'est bien Jessie Jane et Jazz qui ont agressé Kelly Jordan. On n'aura pas la réponse, hein, mais mes soupçons sont plutôt vérifiés avec ce qui se passera pendant ce match. Du coup, c'est Fallon Henley qui va venir en soutien à Thea Hale, et j'ai trouvé ça bien et pas bien. D'un côté, j'ai trouvé ça bien parce que, comment dire, parce que du coup, on sait que Fallon Henley s'entend bien avec Thea Hale. Il n'y a pas longtemps, on l'a vu notamment donner des conseils à Riley Osborne et tout par rapport à Thea Hale et tout. Donc, on sait que les deux sont plutôt potes backstage et tout ça. Donc, d'un côté, c'est plutôt bien. Après, là où j'étais un peu déçu que ce soit Fallon Henley qui vienne en soutien, c'est que Fallon Henley, Kiana James, on en a quand même pas mal bouffé. Hein. Encore une fois, ça fait quoi, un an, ça va faire 1 an et demi à peu près que je regarde NXT. Donc en 1 an et demi, on a bouffé quand même une grosse rivalité, Kiana James, Fallon Henley, où d'abord elles étaient un peu rivales, et puis elles se sont retrouvées ensemble, et puis à nouveau rivales. Donc
je me suis dit, c'est dommage, quoi. Du Kiana James, Fallon Henley, on en a bouffé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, en revoir là maintenant, alors, j'avoue, j'aurais peut-être préféré, tu vois, une Sol Roca, mais après, c'est vrai que Sol Roca, on sait pas réellement si elle a des bonnes affinités avec Thea Hale backstage et tout. Mais, parce que Sol Roca, on l'a vu vite fait avec Carmen Petrovic et Lola Vice backstage. Et bah, c'est vrai qu'avec le retour sur le Roca, bah, j'ai qu'une envie, c'est de la voir se battre. Et, mais bon, ce sera pas pour cette semaine. Mais sinon, à part ça, bah, le match est sympa. En même temps, avec les femmes qu'on a dans le ring, bah, c'est difficile d'avoir un mauvais match. Voilà, même si à mes yeux, on a eu des meilleurs matchs que ça pour toutes. Mais franchement, c'était très divertissant. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Et surtout, bah, niveau histoire, c'était très très bien. Puisqu'à un moment donné, on a Thea Hale et Fallon Henley qui sont à l'extérieur du ring, je sais plus pourquoi. Il y a Izzy Dame qui est également dehors. Entre deux, il y a Jessie Jane et Jazz qui arrivent et puis elles sont en mode ah bah tiens finalement on a fini plus tôt notre truc, on est là. Théa elle est là en mode mais qu'est-ce que tu fous là, t'as dit que tu pouvais pas faire équipe avec moi et maintenant tu viens me faire chier pendant mon match. Et du coup au moment donné où comment ça s'appelle, Izedame a voulu mettre un kick à Fallon Henley, t'as Jessie Jane qui retire le bras de Fallon Henley, et du coup c'est Thea Hale qui se prend le coup de pied de Izedame, donc Jessie Jane, hein, faut pas croire, hein, c'était volontaire, elle a clairement déplacé Fallon pour que Thea Hale se prenne, ce qui montre, hein, ce que je dis depuis un petit moment, c'est que bah, Jessie Jane, Thea Hale, hein, on va y venir, hein. On va y venir, une confrontation entre ces deux femmes. Hein. Je l'attends avec impatience, cette confrontation. Voilà. Et du coup, ben, grâce à ça, Kiana James pourra terminer le match avec son finisher, donc victoire de Kiana James et Izzy Dame. Par la suite, Thea Hale va prendre un micro. En gros, j'ai trouvé que c'était très long pour ce que ça voulait raconter, mais en gros, Thea Hale explique que voilà, elle a beaucoup changé, qu'elle a changé à cause de Jessie Jane, puisque ben, elle trouvait Jessie Jane très cool, qu'elle idéalisait Jessie Jane, qu'elle la voyait même comme une sœur plus qu'une amie et tout. Donc voilà, un beau truc et tout pour lui dire bah voilà, finalement maintenant j'en ai marre de ton comportement, je t'ai trop idéalisé, tu me déçois, je comprends pas ce que tu fais maintenant, là à faire n'importe quoi. Je fais bah maintenant j'en ai marre, je décide de redevenir l'ancienne Thea Hale. Et moi honnêtement je m'entendais à une agression sur Jessie Jane, finalement il n'y aura pas. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit non. Je me suis dit non, tout était parfait dans ce match, enfin dans cette partie, le match était très bien, la trahison de Jessie Jane sans directement agresser Thea Hale, c'était très bien, la promo de Thea Hale, elle était très bien jusqu'à ce qu'elle sorte, je redeviens l'ancienne Thea Hale, et là, je me suis dit oh non. Je détestais l'ancienne Thea Hale. Et je commençais à bien aimer Thea Hale justement parce qu'elle avait évolué, elle avait changé. Que là, en fait, j'ai l'impression qu'on refait un pas en arrière. Je veux dire, ils ont cherché à développer des nouvelles choses avec Thea Hale. Et puis d'un coup, c'est hop là, ben, on repart en arrière. Au lieu de continuer à tenter des choses, et ben on revient à ce qu'elle était avant. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Bon, il y a aussi le fait que je n'aimais pas du tout l'ancienne Thea Hale. Bon, on verra avec le temps ce que ça donnera, mais sur le coup, grosse déception quand ils ont annoncé ça. Ensuite, on a Ridge Holland contre Shawn Spears, match qui a été plutôt sympa. Voilà, c'était pas le meilleur match, mais j'ai trouvé sympa. Tout le travail de Ridge Holland était très sympa. Alors, je dis pas que Shawn Spears a fait de mauvaises choses, hein, il était très bien aussi dans son rôle de heel à vouloir montrer la vraie face de Ridge Holland. Mais je trouvais que l'acting de Ridge Holland était très bon à travers le match, puisqu'au début on a eu un Ridge Holland qui, bien qu'énervé, va quand même garder ses esprits. À ce moment où il a Shawn Spears sur les épaules et qui commence à partir vers le poteau, et puis il dit non, je peux pas faire ça, je peux pas lui déglinguer la tête sur le poteau et tout. Et au final, Shawn Spears il reprend le dessus et lui il envoie Ridge Holland dans le poteau. Voilà, aucun
comment on dit, aucune pitié, voilà. Et le match était sympa parce que tout le long, on a un gros travail sur Ridge Holland qui va finir par péter un câble, hein. Au bout d'un moment, il va péter un câble, il va défaire les escaliers, il va en mettre un côté de la table des commentateurs, il enlève le truc de la table, il chope Sean Spears, bam, gros spear, enfin pas spear, un gros choc slam à travers la table des commentateurs. L'arbitre il est en mode mais qu'est-ce qu'on fait? En plus ensuite Ridge Holland il récupère une chaise pour agresser Sean Spears avec, sauf que l'arbitre lui retire la chaise. Euh, Ce qui permettra à Sean Spears de reprendre le dessus, et derrière il va prendre Ridge Holland sur ses épaules et il va il part pas vraiment, je sais pas comment s'appelle cette prise, parce qu'il part pas vraiment en Samoan drop, parce que le Samoan drop tu pars en arrière, c'est pas vraiment un comment ça s'appelle, un power slam, parce que power slam normalement t'as le gars sur une épaule et tu le fais tomber en avant. Je sais plus comment ça s'appelle quand tu bascules sur le côté comme ça. Mais globalement voilà, le Sean Spears va faire ça à travers la chaise, enfin sur la chaise. Voilà, donc victoire de Sean Spears, plus ou moins clean. Voilà. Et voilà, je trouvais tout ça plutôt intéressant. Après, au niveau des règles, hein, c'est à se demander s'il faudrait pas revoir les règles, parce qu'au final, l'arbitre à aucun moment n'a compté des disqualifications, alors que bah, envoyer quelqu'un dans les escaliers, bah, c'est quand même assez dangereux. Bon, encore le poteau drink, c'est dangereux aussi. Bon, voilà, mais bon, tu fais traverser la table des commentateurs à quelqu'un. Bon, ça commence à devenir un peu, voilà. Là, t'as une chaise, l'autre il explose le gars sur la chaise. Bon, voilà, tu commences à dire, bon, au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas de disqualification avec tout ça, quoi? Mais bon, apparemment, le fait de propulser quelqu'un sur un objet n'est pas une disqualification. C'est si tu prends l'objet pour le propulser sur quelqu'un qui devient une disqualification. C'est assez particulier comme règle. Après, qu'avec les escaliers ou machin, bon, c'est jamais des trucs qui sont fatals en général dans un match. Mais faire traverser la table des commentateurs, faire passer quelqu'un à travers une chaise, en général, c'est plutôt là des choses qui permettent de terminer un match. On l'avait vu notamment, je crois que c'était Roxanne Perez contre Cora Jade, où Roxanne Perez avait terminé Cora Jade en faisant son pop rocks à travers des chaises sur le sol. Donc voilà, les chaises apparemment sont plus efficaces que les escaliers quand tu veux mettre quelqu'un KO. Donc voilà, je suis questionné. Hein, faudrait contacter Sturi pour que Michel Beaujolais nous parle de ce détail d'arbitrage. Mais voilà, en tout cas, dans la globalité, je trouvais qu'on avait un très beau match main event. On va maintenant pouvoir conclure, donc avant les previews de la semaine prochaine. Donc on aura Roxanne Perez contre Tatum Paxley, parce que j'ai oublié de le dire, mais Tatum Paxley a voulu agresser Roxanne Perez après sa promo. Il y a Avarain aussi qui est venu, mais je me souviens plus trop de ce qu'a dit Avarain. Parce que je crois de mémoire que Roxanne Perez en fait voulait profiter que Lyrica soit à l'hôpital actuellement pour récupérer le titre qui pourrait devenir vacant, mais Avarain a dit non, ça se passe pas comme ça. Quand il dit même pour toi, on a pris du temps, hein, on a attendu un peu avant de prendre la décision de rendre le titre vacant. Donc voilà, c'était pas non plus hyper intéressant. Ensuite, on a les deux prochains matchs par équipe qualificatifs pour le Triple Threat match. Du coup, on aura ZOC contre Hank Walker et Tank Ledger. Et l'autre match ce sera Axiom et Nathan Fraser contre deux membres du No Quarter Catch Crew, qui du coup ce sera totalement leur soirée, puisque l'un d'entre eux défendra la World Cup Heritage face à Riley Osborne. Voilà. Du coup, voilà un petit peu pour l'épisode. On varie un peu sur Trick Williams. J'ai pas trouvé sa promo incroyable. Perso, sa promo, c'était juste revenir sur tout ce qui s'est passé entre lui et Carmelo Hayes. Sauf que, bah, c'est pas ce que j'attends du retour de Trick Williams. Ce que j'attends, c'est un face-à-face. C'est des explications de Carmelo Hayes face à Trick Williams. Parce que même là, t'as Trick Williams qui à un moment dit même est-ce que c'est toi qui m'a vraiment agressé, vu que techniquement on n'a toujours pas la réponse de qui a agressé Trick Williams backstage. Hein. On se doute bien que c'est Melo, mais on n'a toujours pas la réponse. Claire,
puisque Melo avait rejeté la faute sur Dragunov. Pendant un temps, on pensait que c'était Alexis King, ensuite il a rejeté la faute sur Dragunov, mais il a jamais avoué de lui-même qu'il l'avait fait. Même quand il fait sa promo de Hill qui était incroyable, je crois pas qu'il ait parlé de l'agression backstage de Trick Williams. Voilà. Ce qui fait que j'ai pas trouvé la promo cool. Voilà, j'ai trouvé plutôt moyenne. Pourtant, Trick Williams il parle bien au micro, mais c'est comme pour Roxanne Perez, c'est plus ce qu'il racontait ou bon bah voilà, c'était pas terrible. Voilà, le gars, tu nous racontes ton histoire, mais on la connaît ton histoire, hein, ça fait des mois qu'on la suit, on sait ce qui se passe. Nous, ce qu'on veut, c'est que les choses avancent, parce que là, on n'avance pas en fait. Il aurait fallu que Melo soit là avec un face-à-face, des explications, je sais pas, plus, pour que les choses avancent. Mais là, ben, ça avançait pas, c'était pas terrible. Ensuite, ta métaphore qui vient, j'ai pas vraiment écouté ce que Noam Dar disait, j'en avais rien à faire. En plus, ça finit en mode Trick Williams, il se débarrasse de Romansa, de Noam Dar, et puis hop, il fait un petit move de danse à Lâche Légende, et puis il l'emballe. Et puis ensuite, hop, il refrappe Noam Dar Mensa, et puis t'as Métaphore qui repart, et puis t'as juste lâché leur tour de oh mon dieu, mon cœur, je suis amoureuse. Bon, je crois pas qu'ils soient vraiment amoureuses, ou peut-être qu'ils sont en couple en vrai. Hein. Je sais pas si Trick Williams et Lâche Légende sont en couple dans la vraie vie, mais bon, tout ce qui se passe à la fin, c'était trop bizarre, c'était pas intéressant. J'ai trouvé que le fil rouge autour de Tony D'Angelo et Ilya Dragunov était beaucoup plus intéressant pour travailler le personnage de Dragunov et à quel point Tony D'Angelo avec sa famille peuvent être hyper dangereux. Voilà, j'ai trouvé que ça c'était beaucoup plus intéressant. Sinon, bah voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode de NXT. Et du coup, on se dit à très bientôt avec l'épisode de la semaine prochaine. Ciao tout le monde.